Tikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Ndetoko Maka Légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 dollars, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey, na imprimerie Muzuri, tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et souki wanate, to zappé na ba service locola. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, tobuki pe ba extend na 29 $ ya Pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur plus 243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Zéro, 200, en un mot, 2025, nous y voilà. Dans quelques 10 heures, l'année 2024 va officiellement appartenir à l'histoire. Une occasion pour nous de faire le bilan de ce qu'aura été l'année 2024, une année fort agitée au cours de laquelle les Congolais et Congolaises écartelés entre l'incertitude du lendemain et l'espoir ont dû faire preuve d'une foi inébranlable et d'une résilience sans faille. Et donc, au cours de ce numéro exclusif, nous allons faire le récap des faits ayant marqué les esprits au cours de l'année 2024. En face de moi, nous avons l'immense plaisir de recevoir Jean-Pierre Kayembe Tatou, DG de Politicon RDC, journaliste reconnu et qui n'est plus à présenter. Bonjour. Jean-Pierre Kayembe, c'est un honneur de vous recevoir sur notre plateau. Vous revenez d'un voyage dans l'espace Katanga dans le cadre de votre métier. D'abord, nous aimerions savoir comment vous vous portez. Bonjour Gédéon, vous faites bien de m'épargner des superlatifs. Je crois que vous avez retenu la leçon. Ici, je ne parle pas en tant que DG, je n'en suis même pas, je ne suis qu'un petit promoteur. J'aime bien qu'on m'appelle journaliste. Je crois que c'est un pléma suffisant pour moi. Ça me va déjà être journaliste que d'ajouter d'autres épithètes et tout ça. Merci à vous pour l'occasion que vous m'offrez de m'adresser à notre communauté pour la dernière fois, du moins pour cette année. Merci pour le travail de qualité que vous avez abattu à mon absence. Je me sens aisé de bouger parce que je sais que la relève est assurée. En même temps, il y en a qui me disent, mais il faut qu'il bouge aussi. Oui, c'est promis. En 2025, tu auras beaucoup de mouvements. J'en profite pour saluer Christian, Benoît, des héros d'un nombre que personne ne voit, mais qui abattent un travail incommensurable ici à Politicon, mais également nos conseillers juridiques et politiques, que vous ne voyez pas, qui nous orientent de temps en temps sur la voie à suivre. Remerciements surtout à vous, précieux téléspectateurs. Vous êtes nombreux, on ne saurait vous citer l'un après l'autre. C'est une forte communauté qu'on a réussi à constituer de plus de 500 000 personnes qui nous suivent, mais sans compter ceux qui regardent nos contenus et qui ne nous suivent pas parce que la somme de ce que nous faisons en termes de vues, c'est autour de 8 à 9 millions de vues sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. C'est énorme.
Et ça, je sais mesurer la chaleur quand on quitte ce bureau, quand on est en dehors de la ville, où que l'on soit, il y a toujours un téléspectateur de politique. Je ne vous appelle pas fanatique. Vous n'êtes pas nos fanatiques à nous. Non. En fait, vous êtes notre raison d'exister, notre raison de vivre. Parce que tout ce que nous faisons ici tient compte de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez entendre. Même si, de temps en temps, il nous arrive également de vous imposer notre son de cloche et d'autres contenus. Au Katanga où j'ai été, j'ai fait un ensemble du Grand Katanga, de Kalemi, à Kolosi, en passant par Lubumbashi, quelques escales, en aller-retour, à Mbuji-Mayi. J'ai rencontré des gens fabuleux, ce n'est pas la première fois, mais j'ai comme l'impression que ça se renouvelle. Toujours des rencontres intéressantes. Une anecdote, je suis arrivé dans un café à Kolosi, au bout de 10 personnes, enfin de 30 minutes, j'ai rencontré une dizaine de personnes qui se disputaient la facture. Des gens tellement merveilleux au point qu'on se demande qu'est-ce qu'on a fait pour mériter une telle estime. Gédéon, vous n'imaginez pas le crédit que l'opinion nous accorde. Les journalistes, ils sont très nombreux, mais modestement, politiquement, à sa charte et sa politique, nous ne courons pas après le buzz. Je crois que si on courait après le buzz, on aurait déjà 1 million d'abonnés parce qu'on a tellement d'infos, tellement de choses à dire, mais nous prenons le temps de tamiser. C'est très important. Donc, cette communauté qui nous a portés, parce que quand on se lève le matin, la question qui nous vient en tête, c'est que qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Les gens ne s'imaginent pas qu'une émission comme celle-ci a pris 2 heures et 2 heures de préparation, pour vous ou pour l'invité. C'est un travail énorme que nous faisons et heureusement, il est apprécié par notre public. J'en ai rencontré encore ce matin, même en roulant quelqu'un, mais j'ai vu ton jumeau là. Et beaucoup se demandent bien si tu es mon frère du Kasaï. J'ai déjà répondu à la question que Gédéon, et j'ai appris il y a 3 semaines, j'avais fini par vous poser la question. C'est là que j'ai appris que vous êtes du Maniema, mais que vous avez grandi à Kalemi. Voilà, ça c'est vous qui me l'avez appris. Donc je ne l'ai même pas constaté dans votre CV. Merci beaucoup pour le temps. J'espère qu'on va passer du bon temps de télé avec notre public, faire ce récap de ce qu'a été 2024. Et j'espère que ce sera intéressant pour vous et pour nous. En un mot, comment vous résumez l'année 2024 pour vous et pour l'entreprise? Une année formidable. Dont vous êtes le promoteur. Une année formidable et surtout la plus épouvantable. J'ai vécu des expériences douloureuses. Mais 2024, c'était le Pro Max. C'était un autre niveau des douleurs. J'ai expérimenté la face difficile de la vie. Comme on dit, l'homme se découvre quand il est devant l'obstacle. C'est une année qui a commencé sur le chapeau de roue. Déjà, en février, on a connu des années techniques. On a perdu non à la balkanisation. Qui avait autour de 60 000 abonnés. C'est un travail qu'on a fait sur 3 ans. Un petit souci technique nous a fait perdre cette chaîne. Au même moment, on a connu un cas de vol, de cambriolage à nos bureaux. Personne ne le sait. On n'a pas voulu alerter l'humanité pour ça. Un malin est entré par effraction dans nos bureaux. Il a dérobé nos matériels. On a perdu en ce moment-là 90% de nos matériels. Nos caméras, nos micros, ordinateurs, tout était emporté. Vous avez d'un côté une chaîne piratée et de l'autre, du matos que vous n'avez plus. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez nulle part. Il faut agir. Ça, c'est pour la première fois que je vais en parler. J'avais une voiture que j'ai accepté de vendre pour marcher à pied. J'ai vendu une voiture. J'ai acheté du matos. Parce que ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas du type à la main tendue, à demander, à galérer. Je l'ai déjà dit dans l'émission précédente, je peux mettre quiconque à défi. Je ne suis pas, les gens qui me connaissent savent, je peux avoir mes ennuis. J'en partage difficilement avec les gens. Et surtout quand c'est... J'ai des relations, énormément de relations.
mais je n'aime pas me montrer embêtant. Voyez-vous? J'ai vendu une voiture, accepté de faire le pied pendant 1 ou 2 mois pour acheter une caméra, trouver une autre à côté. C'était un prêt. Et 3 jours après le cambriolage, on a relancé les émissions avec Politicon et notre label. Et en 10 mois, on a une forte communauté aujourd'hui de 45 000 personnes qui nous suivent. Quand je dis épouvantable, c'est que pendant ce temps, j'ai connu pire encore. J'ai failli perdre une des relations qui comptait le plus pour moi. J'ai été victime du colportage, du mensonge, de toutes sortes. Ça a été des moments très difficiles et très douloureux. Et dans sa bonté, Dieu a su me consoler. Quand j'ai traversé cette période difficile, dans cette traversée du désert, il m'a consolé en me donnant un garçon. C'est vrai, j'étais déjà père de 2 garçons. J'ai un collège chez moi. Et cet enfant, au regard des circonstances, on a souhaité l'appeler Darwin. Parce que pour nous, il venait en consolateur. Nous avions passé des moments extrêmement difficiles. Extrêmement. Je préférais encore perdre la chaîne, comme elle a été piratée. Perdre les matériels. Mais il y a des relations qui comptaient beaucoup pour moi, pour lesquelles je me suis investi pendant des années. Un malin a voulu tout détruire. Mais grâce à Dieu, tout est revenu dans l'ordre. C'était une épreuve difficile. Je crois que une épreuve comme ça, ceux qui osent monter bilobela, tu ferais des vidéos matin, midi, soir. La force du caractère a permis de prendre en main mes responsabilités, continuer le travail. Et aujourd'hui, il porte. Mais à côté de ces moments difficiles, il y a eu des moments de joie, notamment avec ton arrivée, qui a beaucoup soulagé Politicon, notamment avec d'autres personnes. On ne peut pas dire que ça a été, qu'il n'y a eu que le pire. 2024 nous a permis également de rencontrer d'autres personnes, des gens fabuleux, qui ont été hospitaliers, qui se sont montrés solidaires vis-à-vis de nous. Donc globalement, c'est une année qui nous a permis d'apprendre à connaître les gens qui sont autour de nous. Les gens sur qui on peut compter et qui peuvent à tout moment nous détruire. Parce que vous savez, ce qui est dangereux, quand on vous poignarde, ce n'est pas le poignard en fait qui fait mal. C'est quand tu te retournes et tu regardes qui te poignarde. C'est ça qui fait le plus mal. Et Dieu s'arrange toujours pour que le temps règle certaines histoires, certaines choses. Je ne saurais aller en détail, mais rien ni personne ne saurait changer ce en quoi je crois le plus fermement. Et chaque fois que l'idée me venait d'arrêter, d'abandonner, je me demandais bien si j'y arriverais. Parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Vous avez des gens comme nous autres qui sortent ou qui sortons de nulle part. D'un père fonctionnaire, tu n'as même pas en famille une connaissance lointaine qui est député. Pour ne commencer que par là. Tu n'as pas un haut placé au sein de l'administration. Mais c'est toi. Parce que faute de repères, il faut qu'on se crée nous-mêmes des repères. Je crois qu'il y a un jeune Kandolo qui le dit souvent. Il faut se créer des repères. Quand je débarque dans cette ville, il y a 15 ans, je ne connais personne. J'ai envie de dire que je suis le fruit de mes propres efforts, mes propres sacrifices. Et chaque fois que l'idée d'abandonner m'arrivait, je me dis, mais il faut que je continue. Parce que si j'abandonnais, ou que je prenais une autre voie, il y a beaucoup de choses qu'on fait maintenant, non pas parce qu'on les croit toujours, mais on ne peut pas faire certaines choses parce que pour raison d'honneur, pour raison de dignité. J'ai un garçon, un fils aîné qui a 8 ans, qui comprend certaines choses, qui arrive à suivre certaines de mes émissions, qui sait, qui a plus ou moins l'idée de ce que certaines personnes disent ou pensent de moi. Il y a des choses que je ne peux pas faire pour ces garçons. Parce que
faudrait pas que des années plus tard qu'on nous dise, mais ton père était ça, voilà comment il a fini. Garder une certaine constance. Ça, j'ai envie de dire que c'est une discipline qu'on s'impose, à la fois pour soi-même. Mais au-delà de soi-même, il y a cette communauté qui compte sur toi. Tu vas poser un geste au Salima et l'homme, oh, mais Jean-Pierre, attaille Yomoko. Donc, tu peux être au volant, tu conduis. Au moment où tu sois dans la banzela, non? Au coquille, soit parce que quelqu'un va. Oh, mais même. Au coquille, tu ne peux pas prendre le sens contraire. Parce qu'on dit, mais enfin, même toi, journaliste, dans l'opinion, on est présenté comme des moralisateurs de la société. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on s'interdit de faire. Donc, tu te dis, tu sors de nulle part, tu trouves un petit nom, il faut protéger le nom. Et ce nom, je le protège à la fois pour moi-même, pour mes enfants, pour la communauté. Pour ça, il y a énormément de choses que je ne ferai pas par respect à la communauté qui me suit, par respect au nom que je voudrais. C'est le nom de mon père que je garde. Et c'est lui que mes enfants portent. Je voudrais qu'ils les portent avec fierté, pas qu'ils soient entachés de quelque chose. Qu'on dise que votre père était corrompu, que votre père était immoral, que votre père était instable, était inconstant. Vous voyez tout ça? C'est des choses qui peuvent peser sur la conscience des gens. Après vous, malheureusement, on est dans une communauté ou une société où on n'a plus le sens de l'honneur. Mais comme je dis, quand il n'y a pas de repères, soyons nous-mêmes des repères. Allez, il y a beaucoup de choses, j'espère qu'on aura encore le temps de le dire. Donc, avec tout ça, Ouais. on comprend à quel point vous êtes profondément attaché à ce que vous faites, à votre métier. Une question peut-être pour expliciter tout ça. En quoi vous avez puisé pour vous en relever après tout ce qui vous est arrivé? Je suis quelqu'un qui croit en Dieu. Il y a quelque chose qui m'est attaché carrément. C'est une citation que j'ai mentionnée partout. Que je ne suis pas motivé par le confort et par la gloriole. Ouais, la gloriole, le confort. Je peux accepter de galérer pour garder ma dignité. Si j'étais friand de la gloriole, il y a beaucoup de choses que je pouvais bien me permettre. Mais quand je regarde, je me dis, mais ça, ce n'est pas professionnel. Ça, c'est pas ce que j'ai appris à l'université. Parce que la chance que j'ai, c'est que j'ai quand même appris ce métier à l'université, à l'école du journalisme. Et quand on est passé par là, l'on connaît plus ou moins des règles d'éthique et de déontologie. Il y a une certaine limite qu'on ne peut franchir. Je puise également ce caractère d'esprit dans ce que mon père m'a dit. Quand j'ai quitté mes parents il y a 17 ans, enfin, à mes 17 ans, j'ai monté déjà dans l'avion quand mon père m'a appelé. Je me suis retourné. Il m'a dit 3 choses. Ne touche pas à la femme d'autrui. Ne prends pas ce qui ne t'appartient pas. Je dis oui, merci papa. Je me retourne, j'avance. Mais hey, il y a un autre détail. Dans la vie, tout n'est pas question d'argent. Ça, c'est mon père. J'avais 17 ans. Vous avez porté ça depuis Ça fait partie des comme un bel valeurs. héritage. Ça fait partie des valeurs qui me guident. J'ai mis dans ma tête que tout n'est pas question d'argent. Parce que si tout était question d'argent, il y a des gens qui passeraient sur cette chaîne. Si tout était question d'argent, il y a énormément de choses qu'on ferait. On accepte la résilience parce qu'on est profondément convaincu que tout n'est pas question d'argent. Et pour ne pas aller dans ça, on organise des choses pour avoir un train de vie qui correspond à ses revenus. C'est plus simple que ça. Je suis journaliste modeste. Pourquoi voulez-vous que je vienne prendre un appartement à la Gombe? Je vis à la cité, comme tout le monde. Modestement.
Et quand tu as un train de vie qui correspond à tes besoins, tu n'auras pas besoin d'envier. Parce que ce qui détruit beaucoup d'entre nous, c'est notamment le train de vie. Tu n'as pas de revenus, mais te voilà qui veut avoir un train de vie au-delà de tes moyens. Tu finiras par voler. Tu vois un peu. Donc, ces paroles de mon père, je les ai écrites quand j'entre dans ma chambre. À tout moment, j'ai créé un écriteau attaché au mur. Tout n'est pas question d'argent. Ne pas être motivé par la gloire et le confort. Et vous précisez tout ce que vous C'est êtes dans ça que destiné, je puise ma force. vous trouverez toujours un moyen pour Oui, justement. vous atteindre. Ce qui t'est destiné. Qu'est-ce que vous appelez ici ici la gloriole, justement, Jean-Pierre Kayembe? Ben, la gloriole, c'est l'attachement qu'on accorde à la gloire. Vous n'en avez pas besoin. À être vu, à être reconnu. Vous avez vu ici que je ne voulais pas de superlatifs. Et ceux qui ont pu me rencontrer à la cité savent que le fait que quelqu'un me reconnaisse, ce n'est pas un signe de gloire pour moi. C'est une interpellation. Moi, quand quelqu'un me rencontre dans la rue, bonjour Jean-Pierre, mais j'ai regardé tes émissions, c'est parfait. Je prends souvent un petit temps de silence pour réaliser ce que ça fait que quelqu'un dise, ouais. Mais il y a beaucoup qui nous connaissent que nous ne connaissons pas. À tout moment, quelqu'un peut te donner aussi un coup. Donc, parce que quand tu es friand de la gloire, il y a beaucoup de choses que tu ferais pour continuer à mériter la gloire. Pour qu'on dise, oui, c'est toi le number one. Non. Je crois que ce qu'on peut faire, c'est le travail. Il faut faire le travail. La postérité appréciera ce qu'aura été notre marche. Pour le reste, tout est vanité. J'en ai vu mourir. Millionnaires. Après, les gens se sont tout partagés. Voyez-vous? Et il ne restait rien. Parce que chaque fois, il faut qu'on se pose la question qui retiendra la postérité de notre passage sur terre. Est-ce qu'un jour, l'on parlera de moi? Si oui, en bien ou en mal? C'est la question qui me taraude l'esprit. Quel héritage aurais-je laissé à mes enfants? Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que nous ne sommes que des passagers sur terre. Quand il y aura un Kayembe à gauche, à droite, ce nom sera rattaché à quelle image? D'un homme qui mangeait dans tous les râteliers, des mouchards, d'un colporteur, des menteurs, des hommes immoraux, des hommes inconstants, inélégants. Non. C'est ça le combat de tous les jours. Créer un nom, le faire asseoir, n'est pas abuser. Et je crois que les gens qui nous suivent savent, on ne parle pas, enfin, c'est toujours indélicat de parler de soi-même, mais c'est une émission, hein, on voudrait vraiment, on se parle, c'est important qu'on en parle un tout petit peu. C'est sans tabou. Il est arrivé que je ne décroche pas certains appels, mais quand je décroche ou quand je dois répondre à un message, c'est généralement avec beaucoup de politesse, même quand on n'est pas d'accord. Sur les réseaux sociaux, combien de gens m'insultent? Combien de gens me caricaturent? À combien ai-je déjà répondu méchamment? C'est une question d'éducation. C'est une culture. Et ça, on ne l'acquiert pas à l'âge adulte. On a grandi avec. On nous apprenait à l'école que quand un adulte, un supérieur te demande de l'eau, on apporte avec les deux mains. Et on ne le regarde pas, on ne le fixe pas le regard. On a un regard incliné. C'est ce qu'on a appris à l'école. J'ai appris à vous voyer tout le monde. Si je ne vous connais pas, je vous vois. Vous pouvez être inférieur. Vous pouvez être même jeune par rapport à moi. Je ne vous connais pas, je vous vois. Malheureusement, on a perdu tout ça au fil du temps, au fil Bien, des années. mais on a dit quand il n'y a plus de repères, soyons nous-mêmes des repères. S'il n'y a plus de gens qui sont des références, mais qu'est-ce que nous attendons pour être des références? Qu'est-ce qu'on attend? Et voilà, en quelque sorte. Allez, merci beaucoup Jean-Pierre Kayembe. On a compris, il faut être une alternative quand le monde est en pleine imitation. Alors, la raison de votre présence sur ce plateau, c'est pour qu'on essaie de faire le recap
de tout ce qui a marqué l'année 2024. Sur ce sujet, je ne sais pas si vous avez encore un mot. Non, je crois avant que de passer à autre chose. je crois que tout a été dit. Et je voudrais en profiter également. C'est la première émission qu'on fait en présentant mes sincères excuses à la distinguée première dame, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. J'avais bien reçu un carton d'invitation pour le dîner qu'il a offert aux confrères journalistes et à des communicateurs. Il s'est trouvé malheureusement que j'avais un cas de deuil en ce moment-là. J'avais perdu mon oncle maternel, c'est lui qui venait après ma mère. Je l'ai dit sur les réseaux sociaux, nous portons, il portait le même nom que moi, celui de son grand-père, son père qui était mon grand-père. Et il comptait tellement pour moi que je ne pouvais pas ne pas aller l'enterrer. Au sein de l'opinion, ça s'est interprété de diverses manières. Il y a eu des spéculations. Il y a eu des commentaires. On ne peut pas interdire l'opinion de dire ce qu'elle pense. Certains de ceux qui sont allés là-bas ont voulu eux aussi soit se mettre en vedette ou dire ce qu'ils pensent. Certains de ceux qui ne sont pas partis ont bien voulu expliquer pourquoi ils n'étaient pas partis. Je n'ai jamais dit sur les réseaux sociaux que j'avais reçu l'invitation. Je l'avais, bel et bien. Pour moi, c'était un honneur que d'être invité au sommet de la République et prendre un verre avec la première dame. D'ailleurs, c'est ici qu'on l'a déposé. Oui, l'invitation a bien été déposée ici, à notre bureau de la Gombe. Malheureusement, au moment où l'invitation arrivait, j'ai mené les démarches pour aller au Kasaï. J'ai sauté dans le premier avion. Je suis arrivé d'ailleurs légèrement après l'enterrement. J'étais déjà allé à l'enterrement. Parce que chez nous, quand la morgue pose problème, on ne sait pas garder le corps pendant longtemps, il fallait enterrer en même temps. Si j'étais là, présent à Kinshasa, vous y seriez parti? Je ne voyais pas d'inconvénient. En tant que journaliste, je ne voyais pas d'inconvénient. J'ai vu à l'époque Maman Olive recevoir, voyager même avec des journalistes les plus critiques. Qui était plus critique contre Kabila comme Eliezer? Il a fait des voyages avec Maman Olive. Il a continué à garder son discours. Il faut être d'un esprit faible pour être régenté après avoir touché un peu d'argent. Je ne pense pas que c'était ça l'objectif des mamans. L'opinion a dévoyé carrément l'objet de cette rencontre, au point que les gens ont même oublié que c'était, je crois, pour les 5 ans de la fondation. Les gens ont totalement oublié parce qu'il y a eu certains qui ont voulu soit se mettre en vedette, de part et d'autre. Ce n'est pas ça la moralité que nous prêchons. Je suis invité. Si je n'y vais pas, je trouve des raisons de politesse pour dire pourquoi je ne peux pas aller. J'avais un cas de deuil, j'ai envoyé un message de regret que je ne saurais y aller. Et comme je n'étais pas parti, je ne peux rien réclamer en retour. Parce qu'on m'a appris qu'il existerait des gens qui n'étaient pas partis, mais parce que ne voulant pas s'afficher... Qui se sont fait représenter quand même. Non, l'invitation était individuelle, mais certains en coulisses auraient continué à chercher à avoir... à tirer bénéfice, de l'invitation. On dit non, vous devez être constant. Vous n'êtes pas allé, ne réclamez rien. Donc, une raison sociale m'a empêché d'y aller. Si j'étais là, je serais parti. J'aurais fait le reportage. Parce que c'était les 5 ans de la fondation. J'aurais fait un reportage et j'aurais pu diffuser ici, sur cette chaîne. Je n'aurais eu des comptes à rendre à personne. Parce qu'en tant que journaliste et à un certain niveau de vie, quand on n'a pas de sollicitations à ce niveau-là, il faut se remettre en question et se demander si son travail est bien fait. J'ai vu certains de ceux qui étaient là. Je ne suis pas quelqu'un qui s'en prend aux confrères. Je respecte beaucoup la profession. Certains cherchaient à se justifier. J'ai dit, mais bon Dieu,
Pourquoi vous justifiez-vous? J'étais obligé de dire sur Internet que ceux qui sont allés, assumez-vous. Ceux qui sont restés, taisez-vous. Il n'y a pas matière à débat. Non, j'en ai vu qui disent, mais nous, on est journalistes de l'opposition. Est-ce qu'il existe un journaliste de l'opposition? C'est un faux débat. Je crois que ce débat n'en est pas un. Il faut arrêter de l'alimenter. J'ai même entendu maman dire, oui, toi, il y a des journalistes qui se réclament de l'opposition. Il n'existe pas de journalistes de l'opposition, maman. On est d'abord et avant tout journaliste. Et quelqu'un qui se réclame journaliste de l'opposition n'irait pas à un rendez-vous du pouvoir. Il n'irait pas. Peut-être elle est dit par infimité du langage, comme pour dire le journaliste est d'une certaine tendance. Enfin, c'est un peu ça. Mais on est d'abord journaliste. Et j'en ai vu d'autres se défendre. Non, le journaliste n'a pas amis ou n'a pas d'ennemis. Non, le journaliste a des amis. Parce que nous sommes avant tout des hommes. Nous vivons dans une société, nous avons un certain nombre de valeurs en commun avec d'autres personnes. On a des amis. Oui, le journaliste a des amis. Oui, le journaliste peut aussi avoir des gens qui le détestent, ses ennemis à lui. Mais il faut juste créer l'équilibre. Les politiciens, on en a nombreux dans nos répertoires téléphoniques. Il faut les côtoyer, mais pas les fréquenter. Quand tu les fréquentes, il y a la nuance, non? Côtoyer et fréquenter. Quand tu les fréquentes, tu risques de perdre ta lucidité. Dans une certaine mesure, ton indépendance. Quand tu les côtoies, c'est pour besoin d'infos. Si maman m'appelle, Jean-Pierre, il y a un reportage ici, viens faire. Pourquoi n'irai-je pas? Pourquoi je ne peux pas aller? Parce que c'est mon travail. N'est-ce pas que je suis journaliste? Alors, à partir de quel moment je refuse d'aller faire mon travail de journaliste? Par contre, si on me dit, il y a une réunion politique ici, à laquelle on voudrait que tu assistes, ou que tu communiques pour nous, à ce moment-là, je dis non, ce n'est pas mon boulot. Nous ne partageons pas le même point de vue sur le plan politique ou sur le plan de la gouvernance. À ce moment, je peux m'expliquer. Mais juste quand invitation est on a des noms, parce que Babengisa qui dînait avec, c'était un reportage. Comme nous allons dans d'autres reportages. J'en ai fait récemment à Kalemi, j'en ai fait une série dans le Grand Katanga. Dans le Katanga, dans le Kasaï. Pourquoi je n'irai pas? Ça peut surprendre si le président, les services de la présidence m'appelaient, qu'on a une mission. On souhaiterait que tu fasses le reportage. J'irai à ce voyage comme journaliste. Ou que tu participes pour poser des questions. Poser des questions, point de presse, tout ce qui va avec faire mon travail de journaliste, je le ferai. Mais si vous me dites non, et comme au Bassala Djalelo, quand je dis faire mon travail, c'est-à-dire dire ce que j'ai vu et entendu, sans falsifier, sans faire rétention, sans que tiens ma fouta, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Mais si un journaliste ne peut plus faire ça, là il y a un autre problème. Je ne me revendique pas, moi, journaliste de l'opposition. Je ne suis pas journaliste de l'opposition. Je ne fais pas de l'opposition. Je ne suis pas politicien. Est-ce que ces débats n'ont pas lieu d'être quand on sait qu'il y a des journalistes critiques qui sont allés répondre à ces dîners d'échange lancés par la fondation Mama Denise Nyakero? Juste après, on voit le confrère avoir un langage un peu réconciliant, un langage, je dirais, ils ont changé les fusils d'épaule dans leur traitement. Je n'ai pas appris à juger. Je n'aime pas des jugements des valeurs. Je considère que chaque personne est libre de faire de sa vie ce qu'elle veut. Si après une rencontre, quelqu'un change de discours, qui suis-je pour lui donner des leçons? Je ne juge pas. Je lui laisse son entière liberté. Si c'était moi, j'assurerais le reportage, je le ferais, je l'exploiterais, je le publierais, et éventuellement je me ferais payer. Parce que c'est une communication. Je m'arrêterai là. Si je suis invité encore, j'irai. Mais si ekomi nakokende kote mosusu, konande nakokende te. Kotenga maman moke, perdre sa lucidité. C'est pourquoi j'ai dit
que les politiciens de tous bords, nous pouvons les côtoyer. Mais il faut éviter de les fréquenter, de faire d'eux des amis. Tu perdras une partie de ton indépendance. Or, quand un journaliste n'est plus indépendant, n'est plus libre de dire certaines choses, il n'en vaut plus la peine, malheureusement. Vous êtes d'accord avec ceux qui s'accordent à dire que Maman Denise, la première dame, était au-dessus de la mêlée, s'est placée au-dessus de la mêlée en invitant le communicateur pro-pouvoir et les journalistes de cette tendance. Non, on est d'abord journaliste. La tendance farouche on est d'abord journaliste avant tout. Maman a invité simplement des journalistes. C'est ce que je sais. Malheureusement, il y a des écuries dans la profession. Il y a de ceux qui se revendiquent. Il y en a qui disent souvent, nous on est dans le combat. Ok, si on est dans un combat des valeurs, de moraliser la classe politique, de lutter contre la corruption, les détournements. Soyons pas dans des combats contre des individus. C'est comme ça que j'ai la chance de ne pas appartenir à tous ces clans. Personne ne peut dire aujourd'hui avec qui je roule dans la profession. Je parle bien avec tout le monde, mais je sais prendre mes distances. Ça me permet de me remettre de temps en temps en question. Et de faire le choix qui vienne de moi-même. Par respect à mon public et à la ligne que je me suis fixée moi-même. Je considère que maman a invité des journalistes pour qu'ils fassent leur travail. J'ai dit à certains, arrêtez de vous justifier. Cette polémique est malsaine. Arrêtez de l'entretenir parce qu'en entretenant ça, vous manquez de respect à maman qui vous a fait venir. En entretenant cette polémique, vous donnez de la matière, y compris à ceux qui n'avaient pas l'intention de commenter dessus. Et ne vous sentez pas aliéné. Ne vous sentez pas obligé de prendre une position parce que vous avez reçu un présent. Parce qu'à la fin, aujourd'hui, si vous devenez, je ne dis pas qu'ils doivent rester esclaves. Vous avez une position hier. Aujourd'hui, vous prenez une autre. On n'est plus à l'époque où les paroles s'envolaient. Les paroles ne s'envolent plus. Elles sont conservées quelque part. On va prendre ce que vous avez dit hier, ce que vous avez dit aujourd'hui. Il n'y a rien qu'un journaliste. Il y a quelque chose de précieux auquel un journaliste doit veiller. La crédibilité. Quand tu as perdu ta crédibilité, quoi que tu fasses, c'est fini. Il faut conserver ça jalousement. À ceux qui sont extrémistes, ils sont libres. Je dis que je n'aimais pas des jugements de valeur. À ceux qui sont modérés, libres à eux. Nous, ici, nous avons notre ligne que nous respectons. Nous ne sommes dictés que par ce en quoi nous croyons. Et chaque fois que nous devons lever une option, nous la levons en toute indépendance. Mais n'est-ce pas que j'ai fait des reportages avec le service national? C'est un service de la présidence, non? On va en parler d'ailleurs tout à l'heure. C'est un service de la présidence. Parlons-en. Avant d'aller dans le fond, on prend d'abord cet élément de reportage et puis on va revenir à vous pour des explications. Ils ont roulé toute la nuit. 5 heures de route et près de 300 km parcourus avant de relier Lubumbashi ce samedi à l'aube. À la base militaire de la Luano, cet aéronef immobilisé sur les tarmacs a passé nuit ici, rien que pour les prendre. Au sol, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik et le ministre Loalabé de l'Intérieur inspectent les moindres détails pour s'assurer que tout se passe comme prévu. Mais avant l'embarquement, ces candidats, tous venus de Colosie, sont systématiquement fouillés. La sûreté oblige, car on ne sait jamais. Ce sont des gens très dangereux. Il y a des uns qui ont de briquets, des lames de rasoir. On doit les faire parce que ce type d'histoire ne peut pas entrer dans l'avion avec ce mec. Dépouillés de tous les objets tranchants et produits inflammables, ils peuvent enfin embarquer à bord.
Pour cette vague, ce sont 319 délinquants redoutables, dont 4 femmes qui sont du voyage. Face caméra, ils rassurent leur famille. Et n'embarquent dans cet avion que des délinquants bien connus de Touloalaba. Leur départ pour KCC est le fruit d'un tamisage exigeant qui a permis aux innocents d'être relaxés. Certains qui n'ont pas le sens de l'histoire pensent que vous vous acharnez un peu trop sur les Katanga, en général. Moi je dirais sincèrement, c'est seulement de mauvaise foi et une campagne de diabolisation. Comment voulez-vous qu'on s'acharne sur les Katanga avant d'arriver ici? Combien de rotations on a fait à Kinshasa? On a fait plusieurs vagues qui sont parties de Kinshasa, on a fait des vagues qui sont venues du Congo central, on a fait des vagues qui sont venues de l'Équateur, on a fait des vagues qui sont venues du Kasaï. C'est juste la diabolisation, vous voyez. Il y a des gens, il y a des personnes malveillantes qui veulent toujours donner une mauvaise image du service national, une mauvaise image des actions du gouvernement dans l'encadrement de la jeunesse. On ne s'acharne pas. Mais le problème se pose ici, il est réel. À Kolwezi, tout comme ici, le problème est réel. Vous suivez à longueur de journée, les gens se plaignent qu'il y a insécurité. En pleine journée, on est en train de piquer les téléphones, on est en train de tuer des gens, on est en train de faire tout ce qu'on raconte. Les gens veulent une chose et son contraire à la fois. Lorsque ça ne marche pas, ils crient, ils disent l'autorité provinciale ne fait rien. Et quand l'autorité provinciale décide d'entreprendre une action pour mettre la paix dans la ville, on crie encore, oh non, on s'acharne, on fait quoi? Et même si tel était le cas, mais à Kanyamakasi, c'est là où ils vont. C'est pas en prison. On va préparer ces jeunes pour qu'ils soient utiles à la société. Vous avez les résultats. Je suis quand même curieux que jusqu'à ces jours, qu'il y a encore des gens qui parlent de l'acharnement. Je sais pas, c'est compliqué. Vous savez, politiquement, moi je ne suis pas politicien, politiquement ils sont motivés. Mais moi, en tant qu'électricien, moi en tant qu'officier, je dis, nous devons donner la chance à toutes les provinces. Nous disons et nous demandons à ceux-là qui sont derrière ces luttes, qui sont derrière cette campagne de diabolisation, d'arrêter. Ont déjà été une fois victimes de l'attaque de ces jeunes gens? Peut-être non, c'est pourquoi ils parlent. Mais qui posent la question à ceux-là qui ont été victimes de ces jeunes gens. Je dirais que c'est une petite minorité instrumentalisée quelque part, qui veulent diaboliser les services nationaux, qui veut diaboliser les gouvernements de la République, qui veut diaboliser les gouvernements provinciaux. Il ne faut pas nous arrêter, nous allons continuer. Tant que le mal va exister, tant que le mal va persister, nous allons continuer avec ce travail. On appelle ça opération spéciale parce que les autorités ont fait le choix de jouer la carte de la transparence pour dissiper tout malentendu et tordre le cou aux folles rumeurs qui ont embrasé Kolwezi ces dernières semaines. Les autorités ont associé à ces processus de ratissage les médias, la société civile, les activistes de droits de l'homme et même les confessions religieuses dans les seuls objectifs de rassurer davantage la population, pacifier et restaurer l'autorité de l'État dans la capitale mondiale du cobalt. Débarrassé de ces gangs qui s'aimaient terreur et désolation, le Lualaba peut enfin profiter en toute tranquillité de son boom minier, un véritable cadeau du ciel. À l'agonie ou laissé pour compte il y a quelques années, le service national reprend son souffle. Avec vous, Jean-Pierre Kayembe, on va en connaître un peu plus. La première question, qu'est-ce qui fait la force aujourd'hui des services nationaux qui dirige le général 3 étoiles Kasongo Kabwik? Bon, honnêtement, je ne saurais pas répondre à la question, mais il fallait commettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je crois que le général Kasongo est déjà dans l'agriculture. Lors de ses déplacements, j'ai eu à visiter ces vastes champs vers Fungurome. C'est quelqu'un qui était déjà du domaine. Et quand il est repéré par l'ancien président Joseph Kabila, il a été nommé par Kabila vers 2018, donc avant la fin de son mandat. C'est déjà sa passion. Il est déjà dans ça. Ce n'est pas une activité illégale. La loi veut qu'il
les hommes en armes, ils peuvent, les seules activités qu'ils peuvent mener, c'est notamment l'agriculture ou même l'élevage. C'est légal. Alors, j'ai vu ce qu'il a fait à Fungurume, c'est énorme, des vastes hectares où il cultive du maïs, qu'il déverse sur Lubumbashi. Et je crois qu'il est aujourd'hui, si pas le 4e ou le 5e producteur du maïs à Lubumbashi. Alors, sa force, j'ai envie de dire qu'il est déjà dans sa passion, dans ce qu'il sait faire. C'est comme ça qu'il a révolutionné le service national. Et je crois qu'au regard des résultats qu'il a donnés, il a bénéficié quand même du soutien du président Tshisekedi, il faut qu'on le dise, des moyens financiers qui ont été mis à sa disposition pour faire ce qu'il peut. Bon, maintenant, il s'est lancé dans l'encadrement des jeunes. Il y a eu une polémique parce que quand nous allons à Lubumbashi prendre les Kuluna, les gens disent, mais pourquoi seulement Lubumbashi? Je crois qu'il l'a si bien expliqué dans la vidéo qu'on a regardée. Ceux qui sont abonnés sur cette chaîne savent qu'on a d'abord été ici à Kinshasa. Il y a des vagues et des vagues qui sont parties de Kinshasa, qui ont été filmées. Et les images ont été diffusées ici à Politikon. Il y a eu des vagues qui sont venues du Congo central. Nous sommes allés en Bandaka prendre des délinquants là-bas, en Bandaka, dans l'Équateur. Il y a eu des délinquants et des volontaires qui sont venus du Kasaï. 2 fois à Kananga, 2 fois à Mbujimaï. Parce qu'il y a une polémique entretenue là-bas. On dit, oui, justement, pourquoi seulement le Katanga? Je ne sais pas s'ils ont d'autres motivations. Mais parce que nous sommes historiens du présent. Les faits sont ceux que j'ai donnés jusque-là. Il n'y a pas que le Katanga. Il y a eu plusieurs vagues. Il y a aujourd'hui autour de 10 000 personnes, 10 000 jeunes qui sont encadrés à Kanyamaka CC. Une vague peut prendre jusqu'à 300 personnes. Et à Lubumbashi, il n'y a eu que 2 vagues, donc ce qui représente à peine 600 personnes. Kolwezi, 2 vagues. Il y a eu 2 vagues également en Mbujimaï, 2 vagues à Kananga, plus des volontaires. Kinshasa, n'en parlons pas. Nous sommes allés même en Bandaka. Donc c'était un faux débat. La vérité, c'est que la criminalité urbaine prend des proportions exponentielles à Lubumbashi, à Kolwezi, à Likasi, à Fungurume, à la barrière, la frontière de... voilà, c'est où ici? Allez, le nom viendra. Aujourd'hui, quelqu'un peut circuler avec son téléphone au niveau de la poste. Vous voulez parler de Kasumbalesa? Kasumbalesa, merci. Aujourd'hui, à Lubumbashi, quelqu'un peut se balader avec son téléphone au niveau de la poste. Mais ce n'était pas le cas il y a quelques mois. Parce qu'il y avait des pickpockets. Et quand ces gens terrorisent la population, ils font des incursions meurtrières. À Kolwezi, n'en parlons pas. C'est la population qui en pâtit. Mais qu'on les prenne, on ne va pas les exécuter. On ne les envoie pas à Ngenga. On ne les envoie pas non plus à Boulo. On les envoie à Kanyamaka CC, où ils vont être nourris, encadrés, formés. Et réinsérés dans la société. Qu'est-ce qu'il y a de si mal? On dit non, on prend y compris des innocents. Il y a un reportage que j'ai fait à Kolwezi, où des innocents ont été relaxés. Ça s'est fait à chaque vague et partout. Mais on a été obligé de filmer Kolwezi parce qu'il y avait une forte polémique qui enflait. Il y a eu près de 50 personnes qui ont été relaxées. C'est une œuvre humaine qui peut avoir des imperfections. Avec notre police, les bavures peuvent exister. Mais l'on s'assure qu'il n'y ait pas des innocents qui se retrouvent dans ces lots de délinquants. Et pour ça, il y a un OPJ commis à chaque vague pour entendre et décider de si la personne doit être transférée ou pas. Et pour d'autres personnes, alors moi je travaille, tu apportes quand même des preuves que tu travailles. Je suis élève, étudiant, il faut apporter des preuves. Mais attention, on peut être travailleur, élève ou étudiant et criminel en même temps. L'un n'exclut pas l'autre. Il faut que j'ai des témoignages, des éléments matériels. Les quelques-uns qui sont partis sont aujourd'hui utiles à la République
Ils construisent, ils réhabilitent la maternité de Kintambo, ils fabriquent des bancs. Je crois que quand c'est bon, il faut lui dire. Partout, cette opération se passe sans trop de polémiques. C'est seulement dans l'espace Katanga. J'ai entendu des gens dire, oui, on prend les jeunes parce qu'on veut mater, on veut étouffer toute protestation contre la Constitution. Enfin, le changement de la Constitution. Parce que ça intervient aussi quand même dans une période un peu suspecte. Non, mais avant ça, il y a eu des vagues qui sont parties. Ici à Kinshasa, à Lubumbashi, cette année, il y a eu, je crois, j'étais là au mois de juin, juillet, il y a eu une vague qui est partie. Les gens qui sont venus de Kasumbalé, ça, des Kolwezi, des Likasi, des Funguro, mais un peu partout là-bas qui sont partis. Quand on a pris à... Enfin, je ne défends pas le service national. Ici, je me limite à des faits. Ceux qui ont des raisons, des motifs, ils sont libres. Mais on ne prend que des criminels, enfin, des délinquants. Si on va s'opposer... pourquoi c'est seulement des délinquants qu'on veut mettre en avant? Pourquoi il ne peut pas y avoir des hommes sérieux comme nous qui peuvent marcher? Oui, moi je dis, si on va dans la logique de changer la Constitution et que les raisons ne sont pas clairement avancées, s'il y a des manifestations en tant que citoyen, je marcherai. Oui. Parce que c'est quand il y a généralement des délinquants et tout ça qu'on profite pour piller, pour brûler, pour casser. On peut faire des marches non violentes, pacifiques. Les gens qui protestent, qui ne sont pas d'accord. Dans toutes les marches où on a vu des délinquants, ça se solde généralement par des morts d'hommes parce qu'ils vont attaquer les forces de l'ordre qui voudront riposter. Vous pensez que ceux qui ont cassé les banques ici, qui ont pillé, brûlé des bus Transco, étaient forcément des manifestants? Est-ce qu'au-delà de ce que les services nationaux nous montrent, est-ce que ça ne révèle pas aussi l'échec des politiques publiques? Oui, évidemment. Je pense que la responsabilité est partagée. Parce que la majorité de ces jeunes gens ne sont pas allés à l'école. L'État a l'obligation de les envoyer à l'école. N'ont pas d'emploi. Pourtant, il y a un ministère de formation professionnelle qui existe. Créer des conditions. Le service national supplante désormais? Créer des conditions. En fait, on confond un peu. Il ne revient pas forcément à l'État de créer de l'emploi, mais il peut créer ou faciliter des conditions d'accès à l'emploi, en améliorant notamment le climat des affaires. Quand il y a plus d'investisseurs qui viennent, les entreprises qui ouvrent, on va engager des jeunes. Parce que j'ai vu que dans ces 6 engagements, le président Tshisekedi a placé le pilier emploi en première position. Il a promis de créer jusqu'à 6 millions 400 000 emplois. En moyenne, 1 million 100 000 emplois ou 200 000 emplois. Est-ce qu'on y est? Oui, en fait, il faut évaluer. Parce que l'État, lui tout seul, ne peut pas donner de l'emploi à autant de jeunes. L'État a combien d'entreprises? Mais l'État peut faciliter les conditions. Parce que s'il faut mettre dans ce lot, le job que tu as décroché fait partie de cet emploi promis. Des chauffeurs que nous avons, des personnels des ménages, tout ça, même si c'est informel. Mais maintenant, il faut formaliser ça. Voyez-vous, vous avez un chauffeur que vous pouvez renvoyer quand vous pouvez, qui n'a pas des droits, qui n'a pas des, qui n'a que des obligations. Non. Donc, l'État améliore les conditions, ce qu'il ne fait pas. Je ne vois pas comment, au parquet l'Alchimie, l'État va créer 6 millions d'emplois. À lui tout seul. On va multiplier ou créer encore combien de services qui vont être budgétés, vont écouter au trésor public. Ma question, est-ce que le service national supplanterait aujourd'hui les ministères de la formation professionnelle et qui a vu le jour sous le règne de Félix Tshisekedi? Non, la formation professionnelle existait. La formation professionnelle, c'est un ministère mais qui mise existe en jambe sous Tshisekedi. depuis toujours. C'est un service qui existe. Le dernier ministre de la formation professionnelle que je connaisse, c'était Guy Mikulu Pomba. Guy Mikulu était à la formation professionnelle. Okay. Avant, je crois qu'il était au développement rural. Non. Le développement rural, c'est un autre. Lui était à la formation professionnelle. C'est un ministère qui existe depuis toujours. Et parfois, je me demande bien de ce qu'on en fait. Le service national, dans ses statuts,
ça lui permet d'encadrer des jeunes comme ils les font. Est-ce que c'est un service qui surplante un autre? Tout dépend peut-être du dynamisme de l'encadreur. Je pourrais résumer les choses de cette façon parce que je ne me suis pas aussi rapproché du ministère de la formation professionnelle pour comprendre qu'est-ce qu'ils font là-bas. Mais à distance, on sent quand même que c'est quelque chose qui est en veilleuse, où il n'y a pas assez d'innovation, pas assez d'activité. Donc, le plus important, c'est que ça profite à notre peuple. Ceux qui pensent qu'on prend ces jeunes pour une raison ou une autre, ils sont libres. Mais ce que moi je veux, c'est ça. J'ai mes limites à vous rapporter sans aller trop en détail, ni vanter les mérites du général Kassongo. Ce n'est pas mon rôle. À l'opinion de constater et d'apprécier ce qui s'est fait. Sur place aussi, vous avez pu mener une enquête qui laisse beaucoup d'interrogations. L'enquête sur les trafics illicites de nos minéraux qui quittent la côte Est pour être vendus dans les États voisins, je sais. Dans les États voisins. Est-ce qu'on en prend d'abord cette vidéo? La vidéo reviendra peut-être. La vidéo viendra parce que je l'ai suffisamment partagée. Vous avez pris le risque de dénoncer ce réseau qui est fort bien organisé et implanté en RDC. Je n'ai pas... je ne sais pas vous dire combien de messages, de menaces et d'intimidation avais-je reçu. Et je continue à recevoir. Je ne peux pas imaginer que des étrangers qui débarquent chez nous sans bagage deviennent multimillionnaires sous notre regard impuissant. Ceci n'est pas un appel à la xénophobie. Parce que quelqu'un a dit, oui, le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres. Non, je ne vois pas les choses sous ces prismes. On est une terre accueillante. À la limite, l'on voudrait que quand des étrangers arrivent chez nous, qu'ils se conforment à notre législation. Dans la première vidéo, j'ai rappelé qu'il y avait 50 tonnes d'or. Un seul minerai qui sortait frauduleusement chaque année. Ça représente 5 milliards de dollars en libre circulation. Avec autant d'argent, on peut financer les groupes armés, financer, entretenir les groupes rebelles et maintenir l'instabilité. 2 jours après la diffusion de cette alerte, il y a eu un cas dans le Sud Kivu. Parce que je parlais de la côte Est. Un groupe de Chinois. J'ai fait mention sur des Chinois. Ce sont eux qui sont actifs dans ces trafics illicites. Il y en a eu 17 qui ont été arrêtés, présentés à la télé par le gouverneur, le ministre provincial des Finances. Sans document, sans identité, sans adresse physique. Est-ce que c'est votre alerte qui a permis à ce qu'on mette la main sur ces inciviques? Enfin, en partie. Ces bandits. Mais je crois qu'il y avait déjà une émission d'inspection lancée par le gouverneur sur place. On a aimé que cette mission ait produit des fruits. On a trouvé qu'il y avait dans une seule mine 64 individus. On en a arrêté une dizaine. Protégés par, ça c'est le gouverneur qui en parle, 150 militaires et policiers. Comment des forces officielles vont assurer la sécurité des individus qui exploitent illégalement, illicitement des minéraux. Ces individus sont amenés à Bukavu, j'ai dit, sans passeport, sans visa de travail, sans adresse fixe, sans compte bancaire. Et en moyenne, ils exploitent 1 tonne d'or par jour. Pendant qu'on se réjouissait, qu'on a réussi le joli coup de filet. 1 tonne d'or par jour. À peu près. Ça veut dire que les 50 tonnes... Ils ont parlé de 150 grammes, mais les autorités ont, après calcul, ils ont pensé qu'ils produiraient un peu plus que ça. Quelle n'a pas été la surprise du gouverneur? Il a vu ces individus qu'il a consignés à la police le temps que les enquêtes se poursuivent. Ces gens, aujourd'hui, ont été expulsés. Comme motif séjour irrégulier. On a dit qu'ils n'avaient pas de passeport. Mais dans une vidéo qui m'est parvenue,
J'ai vu qu'à la DGM, il présentait des passeports. Où avait-il caché ces documents? Mais au-delà de ça, on ne les avait pas arrêtés pour séjour irrégulier. On les a arrêtés pour trafic illicite des minéraux. Il devait répondre de ça. J'ai vu le gouverneur pousser son coup de gueule. Il ne s'imaginait pas que des gens qu'il a arrêtés lui-même, que des ordres soient venus. Il a dit, il a précisé, que des ordres soient venus de Kinshasa. Parce que le gouverneur Pouloussi dit qu'il avait le soutien du président Tshisekedi dans cette affaire. Le président lui a dit, il faut que ces gens subissent la rigueur de la loi. Ils sont libres. Ils sont partis. On les a expulsés. Qu'est-ce qui ne dit pas que demain, après-demain, ils reviendront? Pourquoi les a-t-on expulsés pendant qu'ils méritaient d'être jugés, entendus, éventuellement condamnés? Qui va payer le manque à gagner? La province réclamait 10 millions de dollars sur tout le temps qu'ils ont exploité illicitement dans cette région. Qui va payer ces manques à gagner? Et je ne serais pas surpris d'apprendre que, parce qu'ils étaient une soixantaine, que ceux qui sont restés sont toujours dans cette mine et que cette mine a même repris du travail, je ne serais pas surpris. Mais quand on veut parler des choses comme ça, les gens vous disent non, n'en parlez pas, c'est sensible. Mais si tout le monde se tait, qui va parler? On m'a dit, Jean-Pierre, tu vois, sur ces dossiers-là, c'est un terrain glissant, un journaliste a payé de sa vie. Mais ce pays est le nôtre. Si nous nous taisons tous, demain après-demain, il n'y aura plus de ressources. Les mines s'épuisent. Quand vous avez autant de milliards en circulation libre, vous pouvez imaginer le manque à gagner pour l'État. C'est de l'argent qui ne passe pas par le circuit bancaire. Comment des individus peuvent avoir autant d'argent en liquidité à la maison? Et ce que je vais vous dire va vous choquer. Dans les régions où ils exploitent, il y a généralement des groupes armés. Et ces groupes armés ne s'en prennent jamais à ceux qui exploitent les mines. Curieux que cela puisse Mais ça attaque beaucoup plus aux populations civiles, qui les empêchent d'accéder à ces mines. Et plus loin, le code minier actuel donne l'exclusivité de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle uniquement aux Congolais, pas aux expatriés. Non, il faut qu'on se réveille. J'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée hier, je crois que c'était à Chabunda ou à Lungu, où la population interdisée était contre l'atterrissage d'un avion qui transportait des Chinois. Il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Il est temps que l'État s'investisse, que des missions d'enquête soient menées, que tous ceux qui sont dans la pratique d'exploitation illicite soient arrêtés, condamnés. À ce moment-là, on sera à mesure de pacifier cette région. Parce que tant que ça continue, l'instabilité va demeurer. Malheureusement, il faut couper l'herbe sous les pieds. Il faut couper la racine du problème, le financement du terrorisme. Parce que dans une autre vidéo, j'ai expliqué que l'année prochaine, 2025, le Rwanda voudrait table sur 2 milliards de dollars, autour de 24 tonnes d'or à exploiter. Mais c'est de l'or qui vient du Congo. Parce que quand les contrebandiers exploitent, ils traversent pour vendre dans des pays voisins. Comment font-ils pour traverser? Où est-ce qu'ils dissimulent cet or? Qui sont leurs complices? C'est autant de questions qui n'ont pas, malheureusement, jusque-là des réponses. Tout ce à quoi on assiste voudrait davantage ou pourrait davantage nous remettre en question ou nous interroger sur notre sérieux, sur notre capacité à Non, le gouverneur l'a dit. diriger. Le gouverneur l'a dit. Ouais. Les tireurs des ficelles sont ici. Il y a des gens ici qui protègent ces expatriés. Vous voyez un Chinois débarquer de la Chine, arriver au Congo, aller dans la brousse là-bas, pendant que nous aimons vivre en ville, fêter et tout ça. Lui, il va en brousse là-bas, où il crée son habitat, son quartier, sans être soutenu. Comment ils font pour être aussi surprotégés? Comment? D'où vient la faiblesse dans tout ça? Il y a des villages, il y a des localités entières où vous pouvez trouver 3, 4, 5 policiers. Mais sur une seule mine, ça c'est le gouverneur du Sud Kivu qui le dit. Il y a au moins 150 éléments de protection. Ils sécurisent des gens qui exploitent illicitement nos minéraux. Il faut qu'on se réveille. Alors le rêve des pays voisins, c'est notre faiblesse. Bien, mais il faut maintenant qu'on prenne nos responsabilités à main. Il faut que l'État agisse. Il faut qu'on arrête d'être complaisant. Non seulement qu'on doit mettre la main sur ceux qui exploitent illicitement, il faut
remonter la filière. Il faut démanteler toute la filière, y compris leurs protecteurs, qui sont malheureusement ici, dans des villas, avec des grosses jeeps. Que dire du code minier? Le reconsidérer ou le maintenir? Non, il faut le maintenir parce que c'est l'un des plus grands héritages que l'ancien président nous a laissé. Le code minier, s'il est appliqué, il accorde beaucoup d'avantages à notre pays, aux communautés autochtones, aux communautés locales et aussi aux investisseurs. Mais il fait la part belle à notre pays. Il faut l'appliquer. S'il est fait intégralement, ce pays va changer. Vous n'imaginez pas qu'il y a des minerais partout. Bon. Même à Kalemi, nous, on aime bien Kinshasa. Un peu partout. Vous revenez. Qui pouvait imaginer qu'à Kalemi, l'on pouvait avoir de l'or aussi facilement? Pourtant, sur 20 ans, cette région n'a pu retracer que 5 kilos seulement. Mais il y a une entreprise qui arrive, qui achète par voie officielle. En un temps record, cette entreprise a acheté autant. C'est pour autant dire qu'il y a, en 2 jours, Primera Gold, qui est devenu DRC Gold, a acheté autant. C'est-à-dire qu'il y a de l'or à Kalemi, mais qui passe par où? On m'a dit qu'il y a des Chinois à Kalemi. Si tu veux acheter de l'or à 5 millions, tu amènes de l'argent cash. Pourtant, dans ce pays, à la banque, il n'y a pas de transactions. Enfin, il y a tellement des violations dans ces domaines. Comment quelqu'un peut se balader avec autant de millions de dollars en liquidité? Comment? Bien. Moi je ne vais pas arrêter parce que c'est pour le pays. Ici, il n'est pas question de majorité ou de l'opposition. Il n'est pas question de derrière qui on peut être. C'est une question du Congo. Parce que quand nos mines profitent à nous-mêmes, quand on laisse ça, par exemple, aux nationaux, aux communautés locales, et quand c'est bien retracé, ça permet à l'État d'avoir sa part, à ceux qui exploitent d'avoir la leur, et la part de l'État lui permettra de financer l'armée, d'assurer la relève, de financer la gratuité de l'enseignement et d'autres projets, notamment des services publics, permettre l'accès aux services publics des bases. Il y a tellement beaucoup de choses qu'on peut faire avec cet argent qui se dilapide, malheureusement, avec la complicité. Il faut assumer. Les Chinois ne viennent pas à eux tout seuls s'investir au Congo, commencer à piller nos ressources. Ils ont des maîtres à penser. Ils ont des protecteurs, des longs bras, les mêmes qui vous menacent quand vous osez toucher à leur plate-bande. Mais ce pays n'est pas votre seul héritage. Il est un héritage commun. Tant que vous continuerez à le piller, vous pouvez compter sur nous. Nous serons toujours là pour vous en empêcher. Et si vous voulez nous tuer, nous n'avons pas une protection extraordinaire. Vous pouvez toujours nous avoir et quand vous voulez. Ne soyez pas surpris que demain, après-demain, soit que vous appreniez que bon, mon véhicule a fait un accident mortel, ou que j'ai été visité, je l'ai déjà été. Mais bon, ça fait partie des risques de métier. Mais il y a certains Congolais qui s'en sont pris à vous, estimant que vous n'avez vu que les Chinois, alors qu'il y a d'autres expatriés. Il y a beaucoup plus de Chinois. Qui sont sur des sites partout en province. Il y a des Chinois. Il y a des Burundais. Il y a des Somaliens. Mais beaucoup plus de Chinois. À Kalemi, j'ai parlé des Chinois. Mais ça n'a pas mis 3 jours. On en a arrêté combien au Sud Kivu? Combien? Comme pour dire que j'avais raison. Voyez-vous? Merci beaucoup. Donc, il y a plusieurs communautés qui exploitent, mais à majorité des Chinois. Et je ne dis pas que tous les Chinois sont dans l'exploitation frauduleuse. Il y en a qui ont peut-être des entreprises et qui payent des taxes qui se conforment à notre législation. Mais la plupart, la preuve, c'est qu'à Bukavu, vous avez vu, il y en a 17 et dans cette mine, il y en avait 64. On m'a raconté une anecdote, c'est que, je crois que c'est à Chabunda ou à Walungu, les Chinois sont tellement nombreux qu'ils ont même organisé un championnat de football. Ils sont tellement nombreux qu'ils ont organisé un championnat. Des équipes qui jouaient contre les autres. Nombreux. Si vous avez dans une seule mine 64 individus, il y a combien de mines là-bas? Faites l'addition. Allez, on aura tout le temps de revenir sur ces dossiers. Peut-être au cours de cette année 2025, on va aussi avoir une émission, pourquoi pas, élaborée
pour décortiquer et parler du siphonnage de nos minéraux. Pour l'instant, nous allons nous intéresser à l'itinérance du chef de l'État en province. Oui, ça fait la une de journaux, même des médias traditionnels. Le chef de l'État a passé la fête de Noël à Kananga, bien avant de prendre son avion pour la ville de Bujimaï. Et pas plus longtemps, il a été à Chikapa. Il a presque visité toute la région de l'espace Grand Kasaï. Alors, Jean-Pierre Kayembe, que retenir en quelques mots de cette itinérance du chef de l'État accompagné de quelques membres du gouvernement? Bon, je crois que c'est des coutumes. Le président a pris l'habitude, je crois depuis 2020 ou 2021, de passer cette période des fêtes, généralement dans le Kasaï. Il n'a pas commencé dans le Kasaï, il était à Lubumbashi, il a été à Kisangani, il a été à Buta, il a été à Isiro, on l'a vu à Kalemi, ensuite la région du Kasaï. Ce qui retient mon attention, c'est que à Kananga, des vérités ont été dites. Je visite assez régulièrement la région du Kasaï, Chikapa, Kananga, Bujimaï. Je dois reconnaître qu'il y a un pas franchi dans le Kasaï oriental, en Bujimaï, notamment avec l'asphalte. Je crois que c'est autour de 30 km de la voirie urbaine asphaltée, ce qui est une bonne chose, même si la ville attend bien plus que ça. La relance de la MIBA, en Bujimaï, accroître la productivité de la SACIM, l'électricité aussi qui doit entrer dans les ménages, de l'eau courante, ainsi de suite. Mais un premier pas a été fait. Il faut saluer. Voyez-vous. Mais dans le Kasaï central, rien malheureusement n'a été fait. Il y a un homme dont la tête est mise à prix maintenant. Le gouverneur du Kasaï central, M. Kamboulou, qui a dit des vérités face caméra. Alors que le porte-parole du gouvernement et d'autres essayaient de nous embrigader. M. Kamboulou a pris son courage en main pour dire que rien n'a été fait. C'est vrai, sur le plan de la forme, ce qu'il a dit peut poser problème, peut-être les mots utilisés, mais il ne doit pas pour autant se soustraire lui aussi. Parce qu'il est gouverneur, en tant que tel, il a une responsabilité. Il ne doit pas tout attendre du gouvernement central. En tant que gouverneur, il y a des recettes provinciales. Il doit être à mesure de nous dire qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est là. Et quand on a voulu nous amener dans un angélisme qui ne dit pas son nom, monsieur a dit non, rien n'est fait ici. Il n'a pas tort. Mais dans une autre vidéo, on l'a vu. Aujourd'hui, voilà reconnaître les mérites ou l'avancée de ce qui a été fait. Après inspection des concrètement, travaux. Quand on va à Kananga, à 2 reprises, le président a lancé les travaux de la route Kananga-Kalambambouji. C'est une route salvatrice pour cette région totalement enclavée. C'est-à-dire qu'on peut profiter des marchandises qui viennent d'ailleurs, des produits manufacturés, qui passent notamment par le port de Lobito, et de là, ils passent par Kalambambouji et sont déversés à Kananga. C'est toute la région centrale qui peut en profiter. Cette route avait été préparée, tracée sous le gouverneur Kandé et l'ancien président Kabila. Il y avait un péage qui était là, qui permettait l'entretien de la route. À ce moment-là, des produits manufacturés à Kananga se vendaient au prix abordable. Le Kasaï est une région la plus pauvre du pays. Mais cette route aujourd'hui est impraticable. Le président, à 2 reprises, il a lui-même lancé les travaux. Ensuite, son ministre des Infrastructures est allé relancer les travaux. Moi, j'ai vu les dernières images de la route Kalambambouji. Il est toujours impraticable. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a fait dans le Kasaï? Le président est allé visiter la chute d'Atende. Le barrage qui compte beaucoup pour nous, centre kassaïen. Qui serait bloqué par le chef coutumier. Enfin, c'est ce qu'on a dit. Mais est-ce qu'on a donné les moyens? Quand l'ancien président Kabila partait,
il a laissé les travaux de cette chute autour de 75-80% du taux d'exécution. Il y a des matériels qui sont bloqués à Lubumbashi jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi sont-ils bloqués? Et pour quelles raisons? Quand le président est allé là-bas, on a fait un semblant, on a pris quelques matos, on a mis sur le train, ils sont arrivés à Kananga. Et depuis, plus rien. Les herbes ont repris le droit de citer. La brousse y est. Rien n'est fait. Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui combien de fonds, combien d'argent on a décaissé pour relancer le barrage Katende, la chute Katende? Est-ce qu'on peut nous le dire? Les fonds estimés à combien? Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire qu'on est allé là-bas, les abeilles nous ont attaqués. Mais à partir de quel moment les chefs coutumiers vont avoir raison sur le président? Pourquoi les abeilles attaqueraient le président qui est fils du terroir? Les gens ne le savent pas. Kananga était plus dans l'opposition que Mbujimayi. Et s'il y a une seule province où le président a fait le max de voix, en déplaise à ceux qui diront que les élections se sont mal passées, c'était le Kasaï. Depuis toujours, le Kasaï central vote à l'opposition. Et que voudrait dire pour une fois, cette fois, ils ont voté le pouvoir. Que les Kanangais sont ennemis de leur propre développement? Il n'a pas à dire ça. Parce qu'il y a des Kanangais qui ont détourné des projets. Des fonds destinés à lancer des projets ont-ils été poursuivis? L'argent des 100 jours avait été détourné. Par un ministre bien connu a-t-il été poursuivi? Ces immunités avaient même été, à un moment donné, l'Assemblée nationale avait demandé que la justice avait demandé que ces immunités soient levées. Il est mort, malheureusement. Tout John Tumba. On va dire, paix à son âme. Donc aujourd'hui, le Kasaï a un problème d'érosion. Il y a aussi Tchilegelou dont le fonds ont été détournés. Il y a tellement de projets. Il y a tellement de projets Mhm. orientés vers la région du Kasaï. Le Kasaï de façon globale, hein, Mhm. mais qui n'ont pas profité. Au lieu de dire que les Kasaïens ne s'aiment pas, appliquons la rigueur de la loi. On a sorti l'argent pour tel projet, ça n'a pas marché. Ok, c'est telle personne, viens. Allez, on te met là au Nouf. Il a une maison à ma campagne et tout ça. On prend ça, on fait une vente aux enchères. On aurait rendu justice. Maintenant, on dit, ok, si rien n'est fait dans les 4 ans, lancez-moi des pierres. Oui, monsieur le président. A-t-il raison de dire ça? Bien, c'est sa manière de dire. Nous allons apprêter des pierres. Si le Kasaï est resté derrière, on a dit oui, Kabila n'aimait pas le Kasaï. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans le Kasaï sous Kabila. Cette route Kalambambouji dont on parle, Kabila l'avait réhabilitée. Il y avait un projet d'asphalte. La chute Katende dont on parle, les travaux sont très avancés. Pourquoi on ne les termine pas? Alors, au lieu d'avancer avec la chute Katende, on va créer notre histoire à dormir debout, chute Mbombo. Mhm. Là aussi, j'ai peur que ce soit de l'arnaque. Monsieur le Président, je crois que vous êtes, quand vous avez parlé de la Constitution, vous avez dit, vous êtes garant de la nation. Personne ne peut vous en empêcher. Je vous raconte une anecdote, elle m'a été racontée par Jean-Marie Kassamba. Ils sont en voyage avec le président Kabila dans une région du pays. Le soir, ils sont arrivés, meeting, ainsi de suite. Le président est en itinérance demain. Le lendemain, il doit visiter un village et d'autres. Quelqu'un vient lui dire, oh, monsieur le président, dans ces villages-là, quand vous arrivez, ne serrez pas la main aux chefs coutumiers. Ils sont sauvagement sorciers. Vous savez, le président Kabila, ce n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je répète que l'histoire m'a été racontée. Car je l'ai entendu déjà Marie Kassamba. Il y a aussi Madame Angèle Kanam. Les deux sont encore en vie. Le président écoute, il sourit un peu. Il ne répond pas. La même personne ressurgit avec la même histoire. Le président regarde sa montre, il lui dit, vous avez dit, qui est-ce qu'il est celui-là? Il est chef coutumier. Il gère quelle région? Et oui, c'est lui le chef de ce village-là. Ah ok, il est sorcier, il est puissant. Ah d'accord. Après un petit moment de silence, il dit, mais alors moi, qui suis-je? La personne se retourne. Vous êtes le président. Le premier de tous les sorciers. Le premier de tous. Le président s'est rendu dans ce village.
Il a serré la main à ces messieurs. D'après l'histoire, ils auraient même mangé ensemble. Quand on a ce niveau-là de pouvoir, je crois que bon, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Mais je me pose bien la question. Pour quelle raison les Kassaïens enverraient des abeilles piquer le président? Pour quelle raison? C'est qu'il y a un message qu'ils ont voulu transmettre. C'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. N'est-il pas sous la protection coutumière? Je ne suis pas dans les considérations spirituelles ou superstitieuses. Je ne suis pas dans ces considérations-là. Je ne suis pas dans ça. Dans tous les cas, chacun croit en ce qu'il peut. Voyez-vous? Donc, moi, je suis dans les faits. Le fait, c'est que le président a fait beaucoup de promesses. En 2022, quelqu'un a pris la parole, là, à Kananga, pour lui dire, mais monsieur le président, on ne va pas manger vos promesses. Il est reparti. Il en a fait encore. On juge l'architecte au peu du mur. On verra bien. L'année prochaine, l'année d'après, qu'est-ce qui sera fait? Si rien n'est fait, comme plus rien ne s'envole, nous lui rappellerons qu'il avait promis que s'il n'a rien fait, qu'on lui lance des projectiles. Ça ne veut pas dire que quelque chose n'a pas été fait. Il y a eu des actions peut-être isolées. Mais en termes de voirie, il y a un grand travail à faire dans le Kasaï. J'en parle avec beaucoup de légitimité parce que beaucoup qui font du bruit ici, ils n'ont même pas une hutte quand ils vont chez eux. J'en parle avec légitimité parce que modestement, je peux avoir une maison chez moi. Quand je vais chez moi sur mes terres, je ne loge pas dans un hôtel. Je dors chez moi, dans ma résidence à moi. Les proches y vivent, mais avec un certain nombre de chambres réservées pour moi-même. Aujourd'hui, si on mettait l'asphalte, ça passerait devant ma résidence. Ça me profiterait. Ma maison prendrait de la valeur. Aujourd'hui, les têtes d'érosion menacent toute la ville. Il faut faire quelque chose. Et si rien n'est fait, nous rappellerons au président qu'il avait promis qu'on lui lance des projectiles. Est-on inspiré du passage ou de l'itinérance du chef de l'État dans la région du Grand Kasaï pour miser sur la rigueur, insister sur... Ce n'est pas la première fois. Des conseillers du président ont été conspirés à Mbuji-Mayi. Des voleurs, des voleurs, des voleurs. Quand le président arrive, vous voyez comment ces gens ils sont tellement malins. Ils collectionnent des engins à gauche, à droite, ils font semblant de lancer des travaux. Je n'aime pas commenter sur Internet, mais j'ai commenté sur une publication du BSECO. La veille de l'arrivée du président, ils ont sorti des engins. Oh, on asphalte la route. J'ai dit, honte à vous. Soyez maudits. J'ai dit, malédiction à vous et à vos descendants. Parce que vous n'aidez pas le Kasaï. On ne conçoit pas qu'on sorte les matériels juste parce qu'on a appris que le président arrive. Et c'est ça qu'ils font. On sort les matos et tout ça, le président arrive, il inspecte. Dès qu'il part, c'est fini. J'ai même appris que l'engin que le président a utilisé pour lancer les travaux de la route Kalanga-Kalamambouji avait été emprunté. L'entreprise qui faisait ces travaux n'avait pas d'engin. Elle a pris un engin d'une autre société. J'ai appris, je ne confirme rien. Donc c'est beaucoup de réalité. Je ne m'attends pas des miracles. Mais si quelque chose est fait, tant mieux. Je ne pense pas qu'il y aura un miracle à faire. Mais si on peut sauver ce qui peut l'être, ce sera au bénéfice de notre peuple. Qui peut être contre le bonheur des siens? Personne. Voilà. Dans l'actualité en cette année, c'est aussi le débat sur le changement de la Constitution. Bien avant qu'on y arrive, il y a cette alliance entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, qui fait parler d'elle. Est-ce que c'est une alliance de bon augure pour le pays? Ben, il se trouve que Joseph Kabila est politicien. Moïse Katumbi l'est aussi. Il se trouve que les deux ont déjà eu un parcours ensemble. Kabila a fait de Katumbi son gouverneur pendant 7 à 8 ans. Il était même l'un des puissants gouverneurs. Il y a eu de la brouille, ce qui peut arriver dans toute relation humaine. Ça peut arriver que quelqu'un développe des ambitions démesurées, ce qui peut être légitime. Katumbi voulait être président. Ce n'était peut-être pas encore le moment où Kabila voulait encore
continuer à avoir le contrôle de la situation. En relations humaines, ça peut arriver. La bruit, ensuite la calmie, la paix des braves. Kabila n'a pas voulu aller aux élections. Je pense qu'avec un peu de recul, on devrait lui donner raison. Parce que ceux de l'opposition qui y sont allés, qu'est-ce qu'ils ont récolté? Pour une fois, on a une Assemblée nationale sans délices et sans gants. Vous avez Katumbi lui-même sous Kabila, il avait plusieurs députés, une cinquantaine. Aujourd'hui, il en a combien? Une bonne dizaine ou vingtaine. Mais voyez, ça, la campagne en grande pompe qu'on a faite, ces résultats reflètent-ils la vérité des urnes? Dieu seul sait. Vous avez Augustin Matata, qui a fait ce qu'il a pu, mais se retrouve seul. Vous avez une Assemblée nationale à dominance, à majorité tshisekéliste. Qu'est-ce qu'on peut faire? Avec un peu de recul, on devrait donner raison à l'ancien président. Enfin, le fait qu'il ait décidé de ne pas participer à ces élections. On peut, les politiciens. Parce que ça s'est passé entre tshisekéliste. Le gâteau s'est partagé entre tshisekéliste. Et voilà un peu des miettes qu'on laisse aux opposants. Pour quelle finalité? Pensez-vous que cette opposition, aussi minoritaire qu'elle est, peut inverser la tendance d'une démarche parlementaire? Vous en êtes conscient? Vous en êtes certain? Impossible. Ils vont faire le bruit, mais là-bas, on vote à la majorité. Quand la majorité l'emporte, une loi passe, une réforme passe. Il ne faut rien attendre de ces côtés-là. Alors aujourd'hui, qu'il y a des velléités révisionnistes, l'idée de changer la Constitution, et tout ça, Kabila est citoyen de ce pays. Katumbi l'est aussi. Ils ont la liberté de s'exprimer. Qui suis-je pour dire, oui, c'est une alliance contre nature? Qui n'a pas travaillé avec Kabila dans ce pays? J'ai envie de dire tous ou presque. Alors, qu'il serait maître aujourd'hui, je ne vois pas le mal qu'il y a. Mais maintenant, il faudrait que les choses soient bien définies. On se met ensemble pour quelle finalité? Ils ont bien rappelé qu'il n'y a personne qui est propriétaire du Congo. Nous en sommes tous locataires du pouvoir. Ça passe. On se met ensemble pour défendre la Constitution. Ils ont décrié le non-respect des droits humains, la prolifération des mercenaires, ainsi de suite. Le problème maintenant, c'est que ce sera quoi la finalité? Seront-ils rejoints par d'autres forces? Kabila représente une certaine force. Aujourd'hui, même ceux qui l'ont détesté hier commencent à lui donner un peu raison. Ils croient en lui. Katumbi, après les dernières élections, je crois qu'il s'en est sorti un peu affaibli. On n'avait qu'à voir les contentieux après les élections. Il n'y avait pas un rapport des forces après les élections. Donc, ensemble, ils peuvent arriver à changer les lignes. Face à un Tshisekedi qui ne recule pas, qui me semble déterminé, il faut qu'il y ait un autre rapport des forces. Et ça se joue dans les laboratoires, ça se joue dans l'opinion. Il y a maintenant une bataille d'opinion qui va commencer. Et la personne qui va remporter la bataille de l'opinion, et c'est lui qui va gagner. Est-ce que Tshisekedi, avec ces gens qui sont très nombreux sur les réseaux sociaux, prêts à marcher, est-ce Kabila qui a réussi à reconquérir, avec un peu de recul, les âmes de certains qui l'avaient détesté? Saura-t-il fédérer Fayoulou, Matata et tous les autres autour de lui? Et à la fin, s'il gagnait, qui prendra la tête? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'engage dans une bataille comme ce qu'on a vu du temps de Kabila, où tous sont contre Kabila,
Et personne n'est à mesure de se désister au profit de l'autre. On a vu l'aventure de Genève. Tous sont contre Kabila. Il faut que Kabila parte. Mais si Kabila partait, quelle sera la suite? Personne n'avait des réponses à donner. Aujourd'hui, si Félix arrive à partir, qui accepterait de céder sa place à qui? Je les ai vus signer un communiqué commun. Mais quand il était question des élections, de ne pas y aller, ils y sont allés. Ils y sont allés. Quand il était question de se mettre d'accord, ensemble, trouver un candidat commun, ils ne l'ont pas fait. Faïlou a fait cavalier seul. Et quelques-uns sont restés. Et dans cette bataille de constitution, il y a Delis Sesanga qui a son courant. FCC et les autres ont les leurs. Et depuis qu'ils ont signé le communiqué, il n'y a plus rien. Si c'était un ballon d'essai, le pouvoir se rend peut-être compte que ça peut ou ne pas marcher. Il faut qu'il y ait un rapport de force. Et je pense que Kabila, qui ne parle pas très souvent, le fait qu'il ait accepté de prendre le devant, rencontrer Katumbi, accepter que cela soit dit et coulé dans un communiqué, c'est un message. Si j'avais un conseil à donner au président Félix, c'est vrai, il a le droit d'entamer des réformes. La loi le reconnaît le privilège de toucher à la Constitution, d'engager une démarche de révision constitutionnelle. La loi limite également son pouvoir. Monsieur le Président, vous avez une occasion d'écrire l'histoire. Vous êtes le premier président qui arrive à la suite d'une alternance pacifique. Que personne ne vous trompe. Vous engagez dans une démarche de réviser des articles de la Constitution, c'est légal. Si on me dit aujourd'hui, oui, qu'il faut ça, qu'il faut ça, qu'il faut ça. On peut rétoquer certains articles. La Constitution prévoit des mécanismes, tout le monde le dit, je n'ai pas besoin d'y revenir. Il y a des mécanismes pour ça. Mais une révision constitutionnelle est nécessaire pour renforcer la démocratie, pas pour renforcer le pouvoir d'un individu. Le pouvoir, le régime d'un seul qui fait tout, on l'a déjà expérimenté dans ce pays. Et on a connu ses limites, ses imperfections. On a voulu qu'il y ait un pouvoir qui contrôle un autre pour limiter notamment des excès de zèle. Le présidentialisme outré, on l'a essayé. Et on en a encore des séquelles. Plusieurs réformes peuvent être menées. Il y a des articles qui ne sont peut-être pas assez utilisés ou pas assez utiles. Il y a des mises à jour qui peuvent être faites en se rassurant que ces amendements ne soient pas contraires à la loi fondamentale elle-même. Et dans ça, il y a notamment l'article 220 qui résume tous ces pactes républicains des matières intangibles auxquelles on ne peut pas, sous quelque prétexte que ce soit, toucher. Et le président a promis, en prêtant serment, de respecter cette constitution, la même qui donne le pouvoir à tout citoyen de refuser, de faire barrage à tout individu, groupe d'individus. Prendre le pouvoir. Qui exercerait, pas d'abord prendre le pouvoir, qui exercerait le pouvoir en violation de la Constitution ou qui tenterait de prendre le pouvoir en violation de celle-ci. Violer la Constitution permet au peuple d'engager une révolution qui est différente d'une rébellion ou d'une résistance armée. Je ne souhaite pas qu'on en arrive là. Je voudrais que le président, après avoir recueilli tous les détails, toutes les infos, qu'il réalise que ce projet, en ce moment, dans ces contextes où nous avons des pans entiers de notre territoire qui sont sous occupation étrangère, ce n'est pas vraiment le moment. Créons la cohésion. Je ne vois pas comment nous pouvons prétendre gagner la guerre contre des étrangers quand nous ne sommes pas encore nous-mêmes en paix avec nous-mêmes. Cette même guerre qui s'est réalimentée entre autres par le fils du pays, notamment Joseph Kabila, le chef de l'État, lors de son interview accordée à le Confort Top Congo, il a eu à mettre gravement en cause l'ancien chef de l'État comme étant le véritable patron
de l'Alliance Fleuve Congo qui dirige l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, et que cela puisse paraître dans leur communiqué conjoint, ils n'ont pas fait mention de l'avancée de troupes rwandaises ou encore de la rébellion du juin 23 dans l'est du pays. Est-ce que ce n'est pas un soutien tacite que les deux donnent à ce qui se passe dans l'est du pays et par ricochet, on donne raison au chef de l'État? Ce sujet est très sensible parce que je ne sais pas sur base de quelles informations le président a pu imputer à son prédécesseur une accusation aussi grave. Je sais aussi que les éléments AFC M23 capturés ont été condamnés ici à Kinshasa au cours d'un procès public. Je n'ai pas entendu là où l'on citait le nom de l'ancien président. Le président, en tant que l'homme le mieux informé du pays, peut avoir des infos. Mais que je sache, je pense que le président Kabila n'a rien à gagner en embrassant une guérilla, une milice où il n'a rien à gagner. Il a aujourd'hui le crédit d'avoir remis le pouvoir à son successeur, sanctionné par une alternance démocratique. Il est entré dans l'histoire. Je pense qu'il n'a aucun intérêt à se retrouver dans ça. Et comme ce n'est pas quelqu'un qui parle, on peut tout dire, il ne parlera pas. Par ailleurs, j'ai vu que dans le communiqué conjoint avec le gouverneur Moïse, ils ont réitéré leur soutien au processus de Luanda et de Nairobi. J'ai vu ça. Dont les ils négociations ont semblent exprimé leurs inquiétudes. Ils ont exprimé. Battre de l'aile. Oui, c'est des négociations. Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Et en même temps que ça prend du temps, moi je pense qu'il faudrait que l'armée redouble d'ardeur, d'effort. En même temps qu'on négocie, qu'on continue. Parce que j'ai entendu un ministre dire, oui, pendant qu'on attendait, dans le cas de la feuille de route de Luanda, on s'était mis en pause. Non, on ne s'est même pas en pause. On continue à se battre. Parce que pendant que nous on est en pause, l'ennemi avance. Je ne souhaite pas trop m'appesantir sur cette question. Dans tous les cas, s'il y avait des éléments probants que Kabila était derrière ça, on aurait déjà assisté à un procès. Il aurait peut-être été condamné par défaut, ce qui n'est pas encore le cas. Lui, comme Moïse Katumbi, avec qui j'ai longuement parlé pendant la campagne, ou même après la campagne, il ne s'inscrit pas dans la logique d'un projet qui coûterait énormément en termes d'argent et en termes de ressources humaines. Mais ça peut arriver. Si jamais cela arrivait, je me désolidariserai. Parce que je reste convaincu qu'il faudrait que les règnes où l'on prend le pouvoir par les armes s'arrêtent. Mais en même temps, il faudrait que ceux qui ont pris le pouvoir par des voies démocratiques l'exercent en conformité avec la Constitution qui est notre norme fondamentale qui régente l'activité politique et institutionnelle dans notre pays. Sans aller trop en détail, je crois que c'est ce que j'ai à dire. Pour le reste, ils ont dit ce qu'ils ont pu dire. Les gens peuvent les condamner, c'est des acteurs politiques, peuvent critiquer. Qui suis-je pour m'y opposer? Est-ce que Kabila a des intentions de revenir au pouvoir? Je ne l'ai pas rencontré. Le 18 ans je ne l'ai pas rencontré. Est-ce qu'il soutiendrait dans cette alliance Katumbi qui a de plus en plus de... Je ne l'ai pas rencontré. De briguer la présidence de la République. La dernière fois, l'unique et la seule fois que j'ai rencontré le président Kabila, c'était en 2021. Et nous n'avions pas parlé politique. En 2, 3, 4 minutes, quelques sujets sur son état de santé, sur la ferme de Kingakati, et plus rien d'autre. Donc, il est difficilement sondable. Il est difficile de pénétrer dans son esprit et savoir ce qu'il veut, concrètement. Je ne l'ai pas côtoyé. Voyez-vous, juste une rencontre lucolo. Cela ne me permet pas de dire oui, il peut soutenir tel ou il a l'intention de revenir. Je n'ai parlé avec personne de son entourage
qui m'a fait part d'un tel projet, soit de revenir ou de soutenir quelqu'un. Mais qu'il s'exprime sur une question nationale, c'est de son droit. Il est citoyen, de surcroît ancien président, avec statut de sénateur à vie. Il est celui qui a battu campagne pour le vote de cette constitution. Qu'il se rende compte qu'elle est en voie d'être tripatouillée. Il n'y a pas mieux que lui pour hausser le ton et rappeler que cette constitution a été adoptée, promulguée au prix de beaucoup de sacrifices consentis par notre peuple. Et si des amendements doivent être faits, ils doivent l'être en conformité avec ce que la Constitution n'interdit pas, ou ce qu'elle interdit. Donc je crois qu'il n'y avait pas mieux que lui-même. S'il ne se prononce pas sur cette question, ça aurait été une autre affaire. Et maintenant, quels moyens vont-ils utiliser pour mettre de la pression supplémentaire au pouvoir, mobiliser la rue, faire échec au projet? Est-ce qu'ils y parviendront? Ça, c'est des choses qu'on verra bien avec le temps. Est-ce que ce n'est pas aussi faire un procès d'intention au chef de l'État qui a dit lors de son déplacement à Lubumbashi ou à Kalemi qu'il n'a nullement besoin de s'éterniser au pouvoir et que s'il veut passer à la 4e République, c'est pour les générations futures qu'il fait bien les faire? Bien, entre politiciens, ils peuvent bien se faire ce procès d'intention. À la fois, quand on dit qu'on n'est pas intéressé, mais qu'il revient au peuple de décider, parfois en politique, n'est jamais donner la main parce qu'on peut couper tous les bras. Voilà. Si vous êtes demandé de donner un conseil à l'opposition ou encore à ceux qui sont au pouvoir, quel leur diriez-vous? Le pouvoir doit travailler pour le bien du peuple et mettre l'action du peuple au centre, les intérêts du peuple au centre de leur action. Le président doit sévir. La justice doit poursuivre ceux qui détournent, ceux qui volent, ainsi de suite. Et le président doit se rendre compte qu'il n'a plus que 3 ans et demi. À la fin de 7 ans, il doit plier bagage et partir. Quelqu'un a dit sur ce plateau que l'UDPS pouvait garder le pouvoir en dehors de Félix Tshisekedi. C'est possible. Mais il faut que cela passe par des moyens démocratiques, par des élections, et que ce ne soit pas un président nommé, mais qu'il soit élu. Le pouvoir, c'est son droit. Pardon, l'opposition, c'est son droit de faire échec, de contredire, de manifester. Mais que cela se passe selon, dans le cadre légal, réglementaire. Je n'apporte pas mon soutien aux groupes armés. Je n'apporte pas mon soutien au M23 ni à Corneille Nangaa. Les gens ont constaté que sur ces plateaux, nous ne parlons même pas d'eux. Parce qu'il ne faudrait pas que ça donne l'impression qu'on fait leur apologie. Et comme je l'ai déjà dit, recours aux armes pour accéder au pouvoir. À Sun City, on a enterré ce projet. Et on ne peut plus y revenir. C'est irréversible. On ne peut plus. Voilà. Merci de nous d'avoir accepté de nous embarquer dans cette aventure. Pour 2025, il y a de nouveaux projets qui vont arriver. Pour 2025, il y a de nouveaux projets qui arrivent. Nous sommes en cuisine, nous préparons. Vous serez informés. On va commencer l'année avec notre habillage habituel. Aussi terminer pour vous dire que nous ne savons pas tout le temps vous dire qu'on a des soucis, des besoins. Mais on en a en permanence. On en a en permanence. Si certains d'entre vous sont touchés et qu'ils peuvent nous apporter une contribution, elle sera la bienvenue. On a des bons projets. On sera moins dans les discussions des couloirs, plus dans les enquêtes, dans ce qui va le plus vous toucher. Comme on dit ici qu'on aime les détails, on va davantage vous amener dans les détails. Voilà. Les défis sont immenses et nous pouvons le relever grâce à votre concours. Merci à vous d'avoir accepté, vous livrer volontiers à cet exercice. Merci de l'honneur de votre temps et merci à tout notre public de nous soutenir pendant toute l'année 2024 avec la même dose de plaisir. Nous pensons vous retrouver pour de nouvelles productions sur votre chaîne Politico RDC, la force du détail. Merci. Une fois de plus, meilleurs vœux de santé, de force, de succès et de réussite dans toutes vos entreprises. Que 2025 vous soit pleinement bénéfique.
et nous soient, je peux dire, mutuellement bénéfiques. Allez, avec Merci bien. plaisir pour 2025.